Bonjour à tous, on se retrouve ce matin pour un nouveau CQFR. Je suis en compagnie du one and only Benjamin Moubèche, qui est avec moi depuis San Antonio. Benjamin, comment ça va? Bah écoute, ça va bien. Match à l'extérieur, donc un peu plus chill. Ouais, Match intéressant pour ne pas trop dévoiler le truc, parce qu'on ouais. va, on va en parler quand même. Puis une nuit assez cool en NBA, donc moi, quand ça marche bien en NBA, je suis assez heureux le matin ou la nuit en l'occurrence, puisque ici il est 2 heures du matin. C'est ça. Les gens doivent savoir quand même que, surtout ceux qui nous ont suivis sur la Lead Station, doivent savoir que là, Benjamin enregistre à 2h22 du matin, un vrai professionnel. Exactement. Dans la Waouh. foulée de cette late session, dont vous aurez le replay jeudi, sans trop vous dévoiler, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est assez mythique, avec une fin très, Featuring Kangourou. voilà, très National Geographic. Je pense que ça vaudra le détour. On va parler donc des matchs de cette nuit. Comme tu disais, c'était une nuit intéressante parce que c'est typiquement le genre de nuit que j'aime bien parce qu'il y a peu de matchs, donc la 6 en l'occurrence, mais dense quand même avec des choses intéressantes, des trucs à raconter. Je vais déjà commencer par rappeler les résultats pour ceux qui les découvrent ou pour ceux qui en auraient oublié certains. Donc chronologiquement, les Sixers ont lancé la nuit avec une victoire à domicile contre les Chicago Bulls 110-97. Les Grizzlies se sont imposés contre tes Spurs. Maintenant je dis tes Spurs, ton équipe de Ah, San super. Antonio, par la force des choses, c'est comme ça. Les Grizzlies se sont donc imposés 106-98. Un match, alors j'allais dire sans intérêt, on y reviendra tout à l'heure, mais qui a eu le moins de suspense peut-être de toute la nuit. C'est le match entre les Pelicans et les Nets. Les Pelicans qui se sont imposés 112-85. Le gros match de la nuit, celui que j'ai suivi, que j'ai adoré, et on en reparlera après, c'est la victoire d'OKC à domicile aussi contre Boston, 127-123, superbe match. Les Golden State Warriors qui se sont un peu fait peur, qui sont dans une période compliquée, mais qui ont quand même réussi à gagner 121-115 contre mon Orlando Magic, si on peut dire les choses comme ça. Ah, parce Donc, que là, c'est pas tes Grizzlies du coup, non, c'est tu vois, juste non, le mais Magic. tu sais très bien, moi je suis un fan saisonnier, je renie les équipes quand elles sont pas performantes. C'est ça, C'est vrai. en basket, je suis très opportuniste. Et enfin, le dernier match, la fin de la série de défaites des Hornets, et qui, à la surprise un peu générale, sont allés s'imposer sur le parquet de Sacramento 111-104. Mm. Donc on va commencer par parler du match de San Antonio, hein. C'est celui que toi tu as suivi en particulier. Moi j'ai regardé en accéléré, il y a quand même eu des choses à raconter. Qu'est-ce que toi tu as retenu de cette défaite des Spurs, nouvelle défaite malheureusement peut-on dire. Il y a quand même eu des choses notamment autour de Victor cette nuit. On va commencer par là, je pense, parce que c'est quand même le plus intéressant. Mm. On va mettre le plus important en premier. Ce qui se passe avec Victor, c'est qu'il est toujours limité en termes de minutes parce que les Spurs ont mis en place un protocole pour protéger un petit peu sa cheville. Alors, il n'est pas blessé, c'est-à-dire qu'il avait une petite douleur à la cheville avant de jouer à Milwaukee, il a manqué le match. Ensuite, il a trébuché sur le pied d'un ball boy. Il avait envie de jouer, mais les Spurs ont dit bon, bah, doucement, on va y aller prudemment. Du coup, il n'a pas joué ce match-là. Et depuis, il est limité en termes de minutes. Alors là, ce soir, il a joué 26 minutes. Et si on écoute Popovic en conférence de presse, c'est à peu près une minute de trop, parce que le deal, c'est 24. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que Victor Wembanyama a décidé lui-même de rentrer dans le match alors qu'il n'était pas autorisé à le faire. C'est-à-dire que dans le dernier quart-temps, juste pendant 30 secondes quasiment, assez pour dépasser la barre de sa limite, euh, il a essayé d'aller voir le mec de la table de marque sans dire rien à personne. Il a fait signe à Malachi Branham de sortir et il est rentré en jeu pendant 30 secondes. Il a mis un dunk sur la première action. Il s'est fait virer tout de suite. Et c'est vrai que déjà sur le moment, nous, ça nous a échappé. On était un peu dans l'incompréhension de qu'est-ce qui vient de se passer, pourquoi est-ce qu'il est rentré, pourquoi est-ce qu'il est sorti aussi vite. Trop bizarre. En conférence de presse, il explique du coup qu'il n'avait pas le droit d'entrer, qu'il a fait quand même, et que en gros, il est frustré par sa limitation de temps de jeu, Mm. que lui, il veut jouer plus, mais malgré tout, il est conscient qu'il faut faire confiance à la franchise, machin. Il a l'air d'avoir un petit peu de remords d'avoir fait ça, mais clairement, il est frustré. C'était quelque chose qu'on savait déjà avant. Là, ça s'est vraiment manifesté. Donc, je pense un peu l'attraction principale de la soirée, parce que le match n'était pas non plus dingue en soi, Mm. et c'était assez inattendu de la part de Victor Wembanyama. Belle preuve de caractère quand même, enfin preuve de que ok il reconnaît après bon voilà je fais confiance à la franchise mais dans une certaine mesure parce que là en fait s'il est entré c'est à la fois parce qu'il sentait que sa cheville était en bon état mais aussi peut-être parce qu'il voulait il pensait qu'il y avait moyen de réduire l'écart et de revenir dans le match donc je trouve que c'est quelque chose qui montre aussi encore le côté compétiteur le côté bon je vous fais confiance je sais qu'il faut me manager sur le long terme que c'est une saison qui sportivement a pas trop d'intérêt mais quand même je vous montre que je suis capable de faire des trucs comme ça, que je suis docile jusqu'à un certain point quand même.
Et puis lui, en plus, il rappelle constamment que sa cheville, ça va bien, qu'il sent pas de gêne, quoi que ce soit. Et en fait, j'ai parlé avec un médecin du sport américain qui est spécialiste de ce genre de choses, du protocole des Spurs autour de Victor Wembanyama. En gros, c'est super bizarre parce que c'est vrai que ça n'a pas vraiment de sens de continuer à faire de l'imagerie médicale sur une cheville d'un joueur que tu laisses jouer. Parce que qu'est-ce que tu fais en fait? Est-ce que tu veux qu'il soigne? Est-ce que tu veux que... euh, En fait, c'est incompréhensible ce qui se passe actuellement. Et du coup, en parlant avec ce médecin, il m'a expliqué que c'était sans doute une décision qui venait plutôt du front office que du staff médical. Donc, Victor, c'est logique qu'il soit frustré par ça parce que c'est difficilement lisible. Les Spurs, ils sont aussi un peu flous. Popovic, on lui pose des questions, il dit, bon bah, au début, il a dit quelques semaines, là, il a dit, après un certain temps, super flou, on va le réévaluer, et ça déterminera si on lève la limite de minutes. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas exactement, donc voilà, on sent qu'il y a quand même des petites frictions, et bah, ça aboutit effectivement au fait qu'il revienne dans le match, parce que lui, il sent bien, il se dit qu'une minute, ça va rien changer, que il a peut-être moyen de faire gagner son équipe, donc il rentre en jeu, mais très vite, Pop s'en aperçoit et il le sort, quoi. Ça, c'est magnifique. Il y a aussi, je suis en train de me demander s'il n'y a pas. Est-ce que Victor inconsciemment se dit pas, Tain, mais s'ils me font jouer que 20-25 minutes par match, est-ce que ça pénalise pas mes chances pour le titre de rookie de l'année, vu que l'autre, le rival principal, quand même, il carbure bien, ses stats, elles sont d'une régularité assez folle, il est productif, il joue pas que 25 minutes par match. Donc, est-ce qu'inconsciemment, il se dit pas, Tain, c'est un de mes objectifs individuels qui serait une forme de consolation pour cette saison très frustrante collectivement? Est-ce qu'il y a, voilà, je pense que ça vaudra peut-être le coup de lui demander, évidemment gentiment et sans qu'il y ait Pop à côté ou un Pierre des Spurs pour venir te gronder, mais je trouve ça intéressant. La réponse, je la connais un peu parce que depuis le début de la saison, il est catégorique sur le fait qu'il s'en fout du rookie de l'année, Ouais. que c'est pas son problème, quoi, en gros. Et je pense que c'est à peu près. En vrai, je pense que c'est vrai. Hmm. Je pense que ça l'intéresse pas vraiment. Il voit un peu au-delà. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner. En fait, il est tellement concentré sur le fait de faire gagner son équipe qu'il fait que perdre. Euh, Parce que l'équipe pourrait peut-être gagner au final. Au-delà de l'aspect éventuellement tanking, lui, il est frustré par le fait qu'ils n'arrivent pas à gagner quand ils Ouais. essaient de gagner. Donc, je pense qu'il est vraiment focus là-dessus. Après, le match en soi, du coup, c'était intéressant quand même parce que on a eu un petit duel Morent-Wembanyama, des petits contres de Wembanyama sur Morent, Hmm. un dunk de Morent sur Wembanyama. Oui, ouais, tu fais bien de mettre les guillemets parce que j'ai vu, enfin, avant de. Quand je suis tombé sur les highlights, les titres c'était oh, Morant dunk sur Victor Wembanyama. Bon, Le postérise. ouais, non, ouais, bah oui, non, bon, il fait un bon move de déplacement, d'évitement presque plutôt de Victor, mais c'est pas un poster, il grimpe pas dessus. Bien que Ja soit tout à fait capable athlétiquement de faire des choses dingues, là c'est plus un dunk bien vu, bien joué qu'un poster, hein. Je pense que Et voilà. bon, lui, il a un petit peu amplifié le truc, tu vois, il était en mode, oh, c'est mon cadeau de Noël en retard, Ouais, je le fais pour voilà. les fans. C'est pas grave, c'est le jeu, dirons-nous. En tout cas, vous pouvez retrouver le résumé du match par Benjamin sur le site sur Basket Session. Toujours après chaque match, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver souvent les 3 points, plus quelques news autour qu'on fait toujours sur Victor, grâce à Benjamin. On passe, je pense, au match suivant. Le match qui, moi, m'a. On l'avait dit en fin de late session, on s'était dit que c'était aussi le match de la nuit, que c'était le plus excitant. Souvent, en NBA, je trouve, surtout en saison régulière, les montagnes à couches de souris, comme on dit. Là, Quoi? Oui, tu connais pas cette expression. Pas du tout, non. Voilà. Tu verras, je vous engage à googler ça après si vous voulez, une vieille expression. En gros, les affiches sont souvent décevantes, soit parce qu'il y a des joueurs majeurs qui ne jouent pas, soit parce que le scénario n'est pas très emballant. Là, il y a tout eu, je trouve. Hmm. Donc, OKC qui est, je me répète tous les matins, j'ai l'impression, c'est l'équipe que je préfère regarder. Il y a tout en termes de divertissement, d'académie de jeu, d'identité. Il y a des joueurs qui se révèlent à chaque fois. Il n'y a pas que une superstar. Shai Gilgeous-Alexander est en train de devenir une superstar, mais il y a aussi un collectif très intéressant, un coach très compétent. Et donc pour revenir sur ce match de cette nuit, comme je le disais tout à l'heure, OKC s'est imposé 127-123. Une nouvelle victoire marquante, une victoire signature, comme ils aiment dire. C'est la 5e de suite. Et surtout, c'est la 8e en 9 matchs. Et sur cette série, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils n'ont pas battu des plombiers, comme disent certains. Ils ont battu 2 fois les champions en titre de Denver. Ils ont mis fin à la série de 9 victoires de suite des Clippers. Ils ont battu aussi là, coup sur coup, les 2 meilleurs bilans de la ligue, à savoir Minnesota et Boston. OKC, c'est une équipe sur laquelle il faut compter et ils continuent de progresser. Pour revenir sur le match en lui-même rapidement, ils ont, moi je trouve, été en contrôle du match, même s'ils étaient menés à la pause. Ils prennent 18 points d'avance à un moment. Boston revient dans le match
parce que c'est la meilleure équipe de l'Est et que c'est une équipe qui lâche pas l'affaire. Et au final, OKC gagne. Shai, très bon match, 36 points, 7 passes, 6 rebonds. C'est pas lui qui fait la différence, je trouve, dans le quatrième. C'est plus le collectif qui permet de contenir la furia des Celtics. Holmgren, très bon. Josh Giddey, très bon. Voilà. J'ai adoré ce match. J'ai encore adoré cette équipe d'OKC. Et j'ai même bien aimé cette équipe de Boston. Ah, moi, j'ai adoré en fait voir Boston aussi jouer parce que on a vraiment deux des équipes qui jouent le mieux depuis le début de la saison. Mm. Elles sont talentueuses, elles sont bien construites, et elles jouent un beau basket, un basket qui est cohérent. Ça défend bien, ça attaque bien. En fait, il n'y avait pas vraiment de panier facile. C'est pas un match dans lequel l'attaque est fluide parce qu'il n'y a pas de défense. C'est vraiment juste des équipes qui jouent merveilleusement bien au basket. Et ça, c'est incroyable. Et déjà, le fait de voir donc un Shea performer comme ça contre une des meilleures défenses de la ligue, notamment sur le périmètre, c'est très convaincant. Mm. Josh Giddey qui se révèle au moment où il y a plein de doutes qui entourent son avenir à Oklahoma City, c'est assez rassurant, même si c'est qu'un match, ça veut rien dire. Chet, justement, qui est très performant face à cette défense, c'est super. En fait, en face, faut pas oublier qu'il y a des vrais perfs aussi. Jason Tatum, il fait son match, Kristaps Porzingis fait un match incroyable. Ouais. De manière générale, en fait, les Celtics ont été super, le Thunder a été super. Il y a juste eu ce troisième carton qui a fait toute la différence pour le Thunder, qui leur a Ouais. permis de vraiment s'envoler. Et la fin de match, effectivement, très match de playoff finalement. Exactement. Il y a eu Ouais. plusieurs fois des matchs un peu comme ça où ils ont été confrontés à des situations où ils devaient forcément débloquer un tir et ils se retrouvaient dans des positions très compliquées, dignes de matchs de playoff. Je pense au tir de Chet contre Golden State en début de saison qui Mm. a fait le tour des réseaux. Et là, c'était exactement la situation. Et contre une équipe de vétérans qui est armée pour le titre, ils ont eu la masteria nécessaire pour finir le match en beauté. Donc, pour moi, c'est peut-être le plus beau match de KC depuis le début, même si j'admets que je ne les ai pas tous vus. Hein. Ouais, non mais je suis assez d'accord, c'est une nouvelle performance très aboutie, sans doute l'une de leurs meilleures. Pour parler un peu des stats, tu parlais du beau match de Porzingis, il fait 34 points. Jason Mhm. Tatum, 30 points, 13 rebonds, 8 passes. Du côté d'OKC, Josh Giddey, 23 points, 8 rebonds, 6 passes. Et donc tu l'as souligné à juste titre, ce troisième carton où il a été aussi très bon. Holmgren, 14 points, 7 passes, 4 contre encore. Je veux dire, à chaque fois, il y a ses comptes, même quand il met moins de 20 points, il est toujours précieux dans un domaine ou dans un autre. Voilà, très bonne perf d'OKC. Ce qui était intéressant, tu parlais de Shea qui a réussi à se défaire de la défense des Celtics. C'était intéressant de voir de quelle manière Boston allait choisir de défendre sur lui. Au final, celui qui a peut-être le mieux défendu sur lui, je pense que c'est Jason Tatum dans le quatrième C'est ce quart-temps. que j'allais dire, ouais. Ouais, je l'ai trouvé vraiment pertinent. Il n'a pas beaucoup concédé de. J'ai pas les stats de Shea en tête, mais il a dû mettre 4 ou 5 points dans le quatrième. C'est pas lui qui fait la différence. A contrario, sur le reste du match, puisqu'il met 36 points quand même, 36 points, 7 passes, 6 rebonds, 0 perte de balle, 14 sur 22, donc un match comme il a l'habitude d'en faire. Par contre, pour moi, il a explosé Jaylen Brown, qui lui a été décevant Ouais. dans ce match. Défensivement, il s'est régalé. Derrick White a eu quelques bons passages, mais au final, ils ont pas prolongé l'expérience. Jrue Holiday, j'ai pas trop compris pourquoi en fin de match, Pritchard était encore sur le terrain et pas Jrue Holiday. Et finalement, il l'a remis, mais c'est quelques choix comme ça qui me semblent discutables que dans un match serré. Mais ouais, Shea toujours incroyable. On en reparlera prochainement, je pense, parce que là, on va sortir une MVP race. Je vais un peu faire la synthèse de nos top 5 que vous avez envoyé par mail. Ça va être, je pense que Shea sera pas très très loin des premières places. Encore un match de très très haut niveau de sa part, encore un match très, très abouti d'OKC qui continue de remonter. Antoine, qui n'est pas là aujourd'hui, m'a envoyé un message pour me dire d'annoncer à tout le monde. Tu sais, il aime bien faire des hot takes. Alors, c'est une semi-hot take, hein, mais pour lui, OKC va finir premier de l'Ouest et Shai Gilgeous-Alexander sera MVP à la fin de la saison. Ça peut paraître un peu prématuré, mais c'est sur une bonne. C'est en voie très correcte. C'est une tiède take, en gros, parce Comparé que à ce à quoi il nous a habitués, c'est sûr que c'est un peu mild. Voilà. ça me semble un peu réaliste, enfin, ça me semble trop réaliste pour Pinel. Mais je prends, et je pense qu'il est complètement en train de montrer qu'il est dans la conversation. Et OKC est vraiment tellement en avance, en fait, il le montre match après match. Mm. Donc là, cette saison pour OKC, c'est assez incroyable. Ouais. On va poursuivre avec les autres matchs de la nuit, parce qu'il y en avait, là on a parlé de 2 matchs, mais il y en avait quand même 4 autres qu'on va aborder peut-être un peu plus rapidement. Donc Philadelphie qui s'est promené aussi contre les Bulls avec un démarrage canon. On venait de finir la head session et on regardait le score tous les deux, on se disait bon, a priori ça ne devrait pas y avoir trop de suspense. C'était le retour de 43-18 dans le premier quart-temps. 43-18 dans le premier, voilà, on s'était dit que bon, c'était peut-être pas le match sur lequel il fallait insister, c'était pas celui qu'il fallait regarder cette nuit. Quand même, on peut noter que Joel Embiid, qui faisait son retour après 4 matchs,
Il est revenu comme il est parti, c'est-à-dire ultra dominateur. Mm. Embiid a signé un triple-double en seulement 31 minutes. Et pas un petit triple-double à 12 points, 11 rebonds, 10 passes. Hein. C'est 31 points, 15 rebonds et 10 passes pour le MVP en titre. Les Sixers qui avaient été battus par Chicago 3 jours plus tôt, pardon, et cette fois ils n'ont pas fait de quartier, hein. Ça a été assez saignant et ils ont pu reprendre leur marche en avant vers la troisième place de la conférence Est. Ils ont shooté à 40% 3 points, alors que les Bulls ont shooté à 18,9% 3 points. Ouais, Ça ça résume assez bien l'état du match. C'est vrai que là, on avait juste deux équipes dans deux catégories complètement différentes. Euh, et puis une équipe qui était 100% en bonne santé. De l'autre mm, côté, les Bulls, c'est pas encore tout à fait ça. Et non, mais en fait, le match n'était pas inintéressant complètement, mais c'est juste que Philadelphie a dominé la première mi-temps. mm. Chicago est revenu un petit peu en seconde mi-temps quand les Sixers se relâchaient, envoyaient le groupe de remplaçants, etc. Mais globalement, c'était un match quand même à sens unique pour Philadelphie. Ouais, Et je pense que voilà, c'est juste deux catégories différentes et ça s'est vu. ouais. Chicago qui va bientôt récupérer Zach LaVine d'ailleurs. Normalement, a priori, on dit qu'il est sur le retour. Est-ce qu'il va rejouer avant d'être tradé? C'est la question. Est-ce qu'ils vont le réintégrer parce que Chicago joue quand même beaucoup mieux depuis qu'il est plus là, sans dire que c'est de sa faute, encore une fois. Mais ils avaient trouvé une sorte de formule qui fonctionnait à peu près. Là, ça retombe un peu, mais je suis curieux de voir s'il va réintégrer le groupe, de quelle manière. Voilà, ce sera un des questionnements des prochains jours et des prochaines semaines pour Chicago, d'ici la trade deadline en tout cas, qui est dans un mois, mine de rien. Donc les choses vont peut-être C'est ça. s'accélérer. Il y avait un autre match du côté de Golden State contre Orlando. Orlando qui a un peu de mal, je trouve, qui commence à, même s'il reste dans la première partie, dans les bonnes places de l'Est, là on voit quelques limites, c'est-à-dire contre une équipe des Warriors qui était très prenable à mon sens, qui n'est pas sur une bonne dynamique en termes de confiance. Le Magic s'est incliné 121 à 115 à Golden State, qui cherchait une victoire à domicile après quelques déconvenues. Euh, les Warriors devaient essayer d'éviter une quatrième défaite de suite. Et c'est Stephen Curry qui a pris ses responsabilités dans le quatrième quart-temps, comme souvent et comme les fans l'espéraient après les performances difficiles, même pour lui. Hein, il était. Alors bon, une shooting slump, une passe difficile pour Steph Curry, c'est pas la même que pour le commun des mortels, mais il était dans une phase un peu plus compliquée par rapport à ses standards. Là, son quatrième quart-temps, et notamment cette fenêtre de 4 minutes où il a tout fait, il marquait, il scorait. Ça leur a permis de faire la différence, et au final, il termine avec 36 points, et ça permet à Golden State de contenir le Magic qui a été quand même relativement bon. Enfin, ils étaient dans le match, hein. Je pense qu'il y avait moyen. C'était un match tout à fait prenable avec Banchero et Wagner qui compilent 52 points. Ils n'étaient pas si loin que ça de faire quelque chose, mais il leur a manqué un mix d'expérience et d'un peu de talent peut-être contre cette Bah équipe de Golden déjà, State. un mec meilleur que Jalen Suggs, parce que c'est quand même. Déjà, il a fait un match un peu Mhm. statiquement horrible. Ouais. 3 sur 14 au tir, 10 points. Il fait 3 passes pour 4 paires de balles. Il joue 31 minutes malgré tout. C'est un peu compliqué et surtout, c'est les moments où il joue qui sont limite les moments les plus pénalisants pour Orlando. Des Ouais. fois, tu vois qu'ils prennent un peu le momentum et en fait, c'est Jalen Suggs rentre et d'un coup, ça s'efface quoi. Après, j'ai regardé le replay de 10 minutes, hein, donc j'ai pas non plus toute la dynamique en tête, mais Non, mais en ce moment, il est pas euh, très. Non, non, mais t'as raison, il est pas très très bien en ce moment, alors qu'il avait été très utile et précieux depuis le début de la saison. Pas forcément dans ce registre de playmaker d'ailleurs, hein, plus sur l'aspect défensif, mais oui, ça se justifie totalement. c'est vrai que quand tu vois l'état des Warriors, ne serait-ce que l'état de leurs 5 majeurs, c'est-à-dire qu'ils ont plus Draymond Green et maintenant ils jouent avec Jackson Davis, Kuminga, Klay Mm. Thompson qui est un peu sur une jambe euh, depuis un moment, c'est carrément prenable et moi sur le papier je considérais le Magic comme les favoris pour ce match-là. Donc c'est un peu décevant, maintenant ça reste qu'un match, mais je trouve que c'est là où on voit un petit peu la différence entre OKC et le Magic, qui sont deux équipes qui émergent de leur reconstruction pour devenir des équipes compétitives avec des jeunes. Ouais. Et elles sont encore, elles aussi, dans deux dimensions un peu différentes, où le Magic se cherche encore, je trouve, a encore pas mal de réponses à trouver. Même Anthony Black, la question c'est quelles sont ses limites, quel rôle il va jouer. T'as tellement de choses en fait à résoudre, à démêler au Magic avant d'être performant. Mm. Là, je trouve ça s'est vu sur ce match en particulier. Ouais, j'ai un peu peur. J'avoue que la deuxième partie de saison m'inquiète un peu. J'ai pas du tout peur pour l'axe Wagner-Banquero. Même là, sur ce match-là, ils sont encore très bons. Hmm. C'est plus effectivement autour. Et là, quand je regarde le classement, bon, Orlando est cinquième, ce qui est c'est pas inespéré, mais on pouvait espérer un bon début de saison, mais c'est quand même, on pouvait pas assurer qu'ils seraient top 5 à ce stade de la saison, mais ils sont pas si, malheureusement, ils ont pas assez d'avance sur ne serait-ce que le huitième New York qui a une victoire derrière.
Il y a un petit trou qui s'est creusé quand même avec Brooklyn et Chicago, les 9 et 10. Donc je pense qu'Orlando arrivera à faire le play-in. Même si des équipes comme peut-être Atlanta vont pousser un peu à un moment, mais c'est juste que voilà, ils atteignent un petit plafond pour l'instant, c'est un coup de frein qui me semble pas illogique. Ils ont perdu 7 des 10 derniers matchs. Faut juste espérer que leur développement et leur progression continuent sans que ça se traduise par une dégringolade au classement. C'est ça. Qu'est-ce qu'on avait ensuite? Il nous reste 2 matchs à aborder, 2 matchs qui ne sont pas les plus passionnants. Il y a une surprise quand même, la victoire à la fin de la série de défaites des Hornets, c'est ça qui était ce que j'ai proposé justement. Ouais, qui était 11 sur 11 défaites de suite. Et c'est ça, hein, c'est pas dit, ils étaient sur 11, hein, si je dis pas de bêtises. Aucune idée du chiffre précis. On va dire 11, voilà, on a bien préparé comme vous pouvez le voir. Je crois que c'était 11 défaites de suite et honnêtement je m'attendais à ce qu'il y en ait une de plus, parce que tu te déplaces à Sacramento, quand même pas l'endroit le plus facile où se déplacer cette saison, et même c'est depuis la saison dernière, et finalement Sacramento est un peu passé à côté, et ils ont laissé revenir Charlotte dans le match, et on a eu une belle fin de match de Scary Terry Rozier qui a inscrit 14 de ses 34 points dans le 4e quart-temps. Les Kings ont été très très brouillons avec le ballon, notamment Domantas Sabonis qui a fait un triple-double, mais pas celui auquel il est habitué. C'est 23 points, 19 rebonds et 11 pertes de balles. Donc voilà, petit raté pour les Kings à domicile qui permettent au passage à Charlotte de retrouver un peu le moral après une série difficile. Je trouve que c'est vraiment les 20 ballons perdus qui font très très mal pour les Kings. Après, c'est un peu indigne de perdre contre ces Hornets-là, en l'occurrence, Ouais. où tu perds contre les Hornets de Terry Rozier, qui effectivement marquent quand même 34 points au total. C'est pas une petite performance, c'est sur un gros pourcentage à l'intérieur de la ligne 3 points. Miles Bridges, du coup, qui fait un match solide quand même. 27 points. Ouais. Mais typiquement, dans le 5 majeur, il y a Bryce McGowens. T'as Nick Richards qui est titulaire, t'as Bryce McGowens, t'as Cody Martin. Tu perds pas contre ça, mon gars. Ish Smith joue 18 minutes. Je l'aime bien en vrai, tu vois, c'est un joueur sympa et tout, mais Champion NBA, il a eu sa bague. c'est vrai, c'est très vrai. Mais bon, c'est vrai que pour les Kings, qu'on attend un petit peu comme une équipe compétitive, contrairement aux Nets en l'occurrence, c'est vrai que c'était vraiment très décevant. Puis on parle de Domantas Sabonis. Même au-delà de ça, il y a Barnes qui met que 3 points dans le match. Il y a l'apport du banc qui est faible. Malik Monk qui est pas aussi pertinent que d'habitude. Donc en fait, c'est juste collectivement, c'était pas au niveau. Il y a que Fox qui était vraiment dans ses standards. Et ça suffit pas pour battre les Hornets de Bryce McGowens. Ça va devenir le nouveau joueur chouchou, le faux chouchou, comme Antoine avec Haywood Highsmith, les joueurs un peu mystiques qui sont là. Bon, ça reste des joueurs NBA, là il est titulaire dans un certain contexte. Je suis pas sûr que ce sera le cas ailleurs, donc on peut les comprendre, les pauvres Hornets. Ils tentent des choses. Et puis moi, je suis sympa avec les petits joueurs. Tu sais, moi, t'as vu ma MVP race typiquement. Absolument. C'est vrai que je peux vous dévoiler des coulisses de notre fil de mail avec la MVP Race si vous voulez. Je ne vais pas vous donner le vrai top 5 de Benjamin Moubèche. Je vais vous donner celui qu'il a envoyé en mode blagounette dans un premier temps. Il y a un seul top 5. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Numéro 1, Dominique Barlow. Numéro 2, Malachi Branham. Numéro 3, Blake Wesley, qui n'est pas un personnage d'Harry Potter. Hein. Je pique la vanne à Antoine Pimel. Doug McDermott en 4. Enfin, le pauvre Doug McDermott, c'est quand même le joueur le plus référencé du lot. Il est 4e, quoi. Bah, en même temps, il n'y a aucun titulaire ni rien. Ça, il n'y a pas à se plaindre, tu vois. Serge Jabari Rice, il joue en G-League. Il est même pas en contrat NBA. C'est son vrai prénom, Serge Jabari? Serge Jabari, c'est son vrai prénom. D'accord, très bien. Le mec s'appelle Monsieur Jabari Rice. Ok, très bien. Exactement. Les Américains ne cesseront de me surprendre au moment de choisir les prénoms de leurs enfants. Même les Américains s'en moquent, je t'en rassure. D'accord. Comme ils se moquent d'ailleurs des Brooklyn Nets, qui sont toujours aussi décevants. Magnifique transition sur le dernier match de la nuit, avec les Nets effectivement qui sont très irréguliers, très décevants, on peut dire, comparé à ce à quoi on pouvait s'attendre. Forcément, l'absence de Ben Simmons a changé les choses du côté de Brooklyn. Et les Nets sont 9e après cette défaite totalement sans appel contre les Pelicans à New Orleans. Une défaite, je cherche le score que j'ai dit tout à l'heure, 112-85. Ils sont partis sur un 9-0 et on les a plus jamais revus. Les Pelicans ont compté jusqu'à 32 points d'avance. Ils ont pu faire jouer tout leur cadre moins de 25-26 minutes.
ce qui est toujours une bonne nouvelle avec un effectif qui est quand même souvent handicapé par les blessures entre Zion, McCollum et compagnie. Donc ouais, les Nets décevants, les Pelicans qui sont eux en revanche sur plutôt une bonne série, une bonne fenêtre de match en essayant d'avancer discrètement, comme je le disais la dernière fois dans le classement de l'Ouest, ils sont sixième, ils sont qu'à une victoire du quatrième, les Clippers. Donc c'est un peu l'équipe qui, je trouve, avance dans l'ombre et les gens ont un peu renoncé avec les histoires sur Zion et les blessures. Et au final, New Orleans c'est quand même là. Mais c'est vrai que là, ce match-là, il compte presque pas parce que t'as aucune perte de fou, c'était vraiment trop facile pour eux. Enfin, Mm. c'est vraiment, ils sont venus, ils ont déjà shooté à 41% 3 points en faisant jouer tous leurs remplaçants, Ouais. avec Cody Zeller qui joue 8 minutes, ça en dit long. Euh, c'est- Mine de rien, c'est compliqué, quoi. Et du côté des Nets, t'as deux meneurs, Dinwiddie et Cam Thomas, Ouais. qui finissent à 0 points, à cumuler 0 sur 17 au tir. En fait, c'est juste. L'utilisation de Cam Thomas est un peu curieuse. Bon, là, il fait 0 sur 11, il fait un match désastreux offensivement. Donc, mais ça reste une machine à scorer. Et il y a certains matchs où je l'ai vu être vraiment bon, en tout cas dans son registre, et ne quand même pas faire les fins de match ou alors jouer 18, 22, 23 minutes. J'ai du mal à comprendre exactement ce que veulent faire les Nets, s'ils ont accepté d'être dans le ventre mou, s'ils pensent encore pouvoir aller jouer quelque chose plus haut avec les acquis de la saison dernière. C'est vrai que tu parlais de Michael Bridges, pardon, pas Miles Bridges, Dans le bon le Bridges. bon Bridges. Michael Bridges, ouais, je suis aussi un peu. Je suis circonspect parce que j'ai trouvé tellement fort l'année dernière sur son passage quand il a été transféré que là il est pas mauvais, hein, mais il surnage pas, je trouve. J'aime bien que tu me sortes circonspect comme ça, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi. Puis même, tu as la politique de repos des Nets qui fait tout le temps polémique Mm. et même qui frustre apparemment Michael Bridges. Donc, non, c'est vrai, c'est difficile de comprendre exactement ce qui se passe. Pareil pour Cam Thomas, t'as pas tort sur le côté final des matchs et tout ça. Moi, je le préfère en sortie de banc parce que Mm. il a pas le niveau défensif, il a des œillères. C'est pas un très bon joueur de basket, en vrai, c'est un très bon scoreur, mais c'est encore différent, je trouve. Et enfin, Dorian Finney-Smith, la saison qu'il est en train de faire, c'est terrible. En fait, quand tu pars d'aussi haut la saison précédente, arriver à ce stade-là, c'est un peu compliqué. Donc là, je comprends pas ce qui se passe au Nets. Je sais pas ce qui va changer. Est-ce que quelque chose va changer? Je trouve que rester comme ça toute la saison, ce serait Mm. un peu triste, quoi. Ouais, le banc est pas fou. Alors, je m'attendais pas à ce que ce soit une équipe League Pass incroyable à voir jouer et tout ça, mais Non. c'est devenu une équipe un peu insipide que je fuis un peu. Si en face l'adversaire est pas vraiment une équipe que j'ai envie de voir jouer, je vais pas me fixer sur les Nets. Ça fait partie des équipes que j'évite presque malheureusement. Il n'y a pas vraiment de fond de jeu, en fait. C'est-à-dire que individuellement, il n'y a pas d'individualité qui cartonne là-bas. Il n'y a pas de jeu collectif très poussé qui se développe. Mm. Au début de la saison, il y avait déjà un petit peu des choses intéressantes défensivement, tout ça, mais ça s'est un peu évanoui. Même à ce niveau-là, d'ailleurs, Michael Bridges, il est super souvent, je trouve, en défense. Et bon, bah voilà, quoi. Je suis un peu triste parce que j'aimais bien le projet, j'aimais bien l'idée, j'aime bien les joueurs qui jouent ici. Donc là, voir ce match, par exemple, c'est un peu déprimant. Et effectivement, bah, félicitations aux Pelicans d'avoir achevé l'animal blessé, quoi. Les Nets qui au classement ils sont pas totalement largués, hein, mais ils ont quand même là ils sont 9e, donc ils sont qualifiables, virtuellement qualifiés pour le play-in. Mais ils sont à 3 victoires, mais ils n'ont pas le tie-breaker sur Indiana qui est 6e. Alors bon, là, c'est des classements qui veulent pas tout dire, hein. On est à peine, on n'est même pas à la mi-saison, mais on commence à voir les équipes se détacher et Brooklyn est parti plus pour du ventre mou et du borderline 10-11e qu'autre chose. Donc c'est un peu décevant. Je pense que je pense que la blessure de Ben Simmons a quand même cassé quelque chose parce que sans être redevenu totalement le joueur qu'il était, il restait. Je trouve qu'il apportait quand même des choses. En termes de playmaking et de défense, c'était quand même autre chose que ce qu'on voit là pour les Nets. Mais bon. C'est très amusant qu'on se soit dit en préambule, on va pas parler des Nets très longtemps, Et on et en que a parlé. finalement, on en parle plus que je sais pas, des Warriors, par exemple. Ouais, c'est vrai. Bon, on a beaucoup parlé des Warriors cette saison dans différents podcasts et CQFR, donc on voulait mettre un peu de lumière, certes négative sur les Nets, mais un peu de lumière quand même. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, on va se laisser là-dessus sur ce CQFR. Merci Ben. Scurf, Ouais, c'est Scurf que tu dis, toi, ouais. ça dépend Scurf ou Scuffer, mais ça. Scuffer, ouais, absolument.
Eh bien, merci d'avoir veillé. Tu vas pouvoir aller. J'aurais presque envie de dire de te souhaiter bonne nuit, mais je sais que tu vas pas te coucher tout de suite. Je vais voir, je vais étudier la question sereinement, je pense. Donc repose-toi bien. On se revoit très vite. Nous, on se voit peut-être, on verra, peut-être demain matin, peut-être plus tard dans la semaine. En attendant le retour d'Antoine et de Théo qui sont en congé. On vous souhaite une très bonne journée. Vous pouvez toujours suivre les différents rendez-vous sur la chaîne. Il y aura le replay de Light Session jeudi. Encore une fois, ne la ratez pas. On s'est bien marré. Et on vous Mm. souhaite une très bonne journée. Bonne journée à tout le monde.